Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Make our planet great again. How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Bonjour, je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste. Vous écoutez Y'a le feu au lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce 5e numéro, je vais vous parler de la viande. Oui, parce qu'en plus de ne pas être très bonne pour la santé, elle a une empreinte environnementale très forte. Selon un rapport publié en 2014 par l'ONU, l'élevage de bétail au niveau mondial serait responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui représente plus de 7000 tonnes de CO2 par an, soit presque autant que les États-Unis et l'Inde réunis. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui, va-t-on devoir devenir tous végétariens pour sauver le climat ? Vous l'entendez là, ce petit bruit, ce crépitement ? C'est de la viande qui cuit sur un barbecue. Des merguez et des chipolatas en l'occurrence. Là, je me trouve avec des amis dans une maison qu'on a louée pour le week-end. On s'est baigné dans la piscine cet après-midi et ça nous a paru presque évident de terminer cette journée quasi estivale sur un barbecue, comme un réflexe. C'est un des rituels de l'été finalement, et un rituel dans lequel on mange généralement encore plus de viande que d'habitude. Et d'habitude, on en mange déjà beaucoup trop. Plusieurs études scientifiques ont été publiées sur le sujet. Les chiffres varient un peu, mais les conclusions sont à chaque fois les mêmes. Il faut réduire notre consommation de viande au moins de moitié. Impossible de lutter contre le réchauffement climatique sans changer nos habitudes alimentaires. Nous sommes trop nombreux sur Terre pour agir uniquement au gré de nos envies. Mais au fait, alors c'est peut-être une question bête, mais pourquoi ça pollue tant que ça l'élevage ? Alors moi je n'ai pas la réponse, mais Hayo van der Werf, oui, il est ingénieur de recherche à INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il y a 3 gaz à effet de serre qui sont importants. Le CO2 ou dioxyde de carbone, le N2O ou protoxyde d'azote et le méthane. Et l'élevage contribue aux émissions de CO2 à travers notamment sa consommation d'énergie, pour le transport des aliments, les tracteurs qui consomment du carburant pour produire les cultures qui alimentent les animaux, etc. Les ruminants, donc notamment les vaches, produisent du méthane, et ça c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2. Et les autres animaux produisent aussi un peu de méthane à travers les effluents, les fumiers, les lisiers, etc. Et puis enfin, le N2O est produit notamment lors de l'épandage des effluents en tant qu'engrais. C'est une forme d'azote qui est un gaz à effet de serre très puissant. Donc c'est ces 3 gaz à effet de serre auxquels l'élevage contribue. Mais ce n'est pas tout. L'élevage pose 2 autres problèmes majeurs. Déjà, il y a le problème de l'eau. La communauté scientifique considère qu'il faut entre 550 et 700 litres d'eau pour produire 1 kg de viande de bœuf. Et les excréments des animaux peuvent également polluer les nappes phréatiques et les rivières. Ensuite, il y a le problème des terres agricoles. Toutes ces bêtes, il faut les nourrir, et on estime que plus de 40% des céréales produites et récoltées dans le monde servent à nourrir le bétail. Et il est en particulier nourri avec du soja, ce qui est très problématique. Science et Avenir, 9 avril 2018, les impacts désastreux de la culture du soja en Amérique latine. Une enquête internationale de plusieurs ONG souligne les impacts dramatiques de la culture du soja en Amérique latine. Ce rapport intitulé « Quand la déforestation s'invite à notre table » montre que la production mondiale de viande entraîne en Argentine et au Paraguay une déforestation massive. Et la France est un grand importateur de ce soja issu de la déforestation. En 2016, elle a importé près de 4 millions de tonnes de produits à base de soja, principalement d'Amérique latine. Bon, mais Hayo van der Werf a tenu quand même à nuancer, ne serait-ce qu'un peu, la question de l'élevage. Quand on veut comparer les différentes espèces animales, les ruminants d'un côté et les porcs et les volailles de l'autre,
il ne faut pas regarder que cette question du changement climatique, mais aussi la question de la biodiversité et d'autres services que l'élevage peut fournir. Quand les animaux sont dans la nature, ils entretiennent et ils valorisent les prairies. Sans eux, elles deviendraient peu à peu des forêts. Les vaches, souvent, ou les ruminants souvent, une bonne partie de leur nourriture vient de prairies, et les prairies sont souvent plus riches en biodiversité que les grandes cultures qui, elles, servent plutôt à alimenter les porcs et les volailles. Elles fournissent des habitats pour la faune sauvage et les insectes pollinisateurs. Grâce au rejet des ruminants, il y a une vie animale et végétale très variée. Ce qu'il est important de préciser maintenant, c'est que toutes les viandes que vous mangez n'ont pas la même empreinte environnementale. Celle qui va émettre le plus de gaz à effet de serre, c'est la viande d'agneau. Selon le rapport de l'ONU dont je vous parlais en introduction, 1 kg d'agneau équivaut à une émission de 39 kg de CO2. Ensuite, il y a la viande bovine, 27 kg de CO2 pour 1 kg de viande. Beaucoup plus loin derrière, il y a le porc, la dinde, et la viande qui a la plus faible empreinte carbone, c'est le poulet. 1 kg de poulet équivaut à une émission de 7 kg de CO2. Par contre, les porcs et les poulets, qui émettent moins de gaz à effet de serre, sont eux notamment responsables de la pollution de l'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous demandez peut-être comme moi ce qu'il en est pour l'agriculture biologique. Est-ce que ça change vraiment quelque chose sur le plan environnemental ? Alors, à première vue, on peut être tenté de dire oui. Il faut dire que le logo vert avec les petites feuilles dessus, ça incite quand même pas mal à penser ça. Mais donc, est-ce que le biologique est plus écologique ? Bon, alors là, c'est une grande question sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord. Quand on compare un système bio et un système conventionnel, que ce soit en production animale ou en production végétale, on constate que pour une même surface, en général, les systèmes bio ont moins d'impact. Donc pour une même surface agricole, mais elles produisent aussi moins. En production végétale, le bio est environ 25% moins productif que le conventionnel. Donc c'est un peu le principe, rien n'est gratuit. En production animale, l'écart est encore plus important. Et donc ça fait que si on compare les deux systèmes par unité de surface, c'est le bio qui est gagnant. Par contre, si on exprime les impacts par quantité produite, donc par exemple, on compare l'impact d'un litre de lait bio à un litre de lait conventionnel, là on voit que parfois il n'y a pas de différence, ou bien le conventionnel il fait mieux. Et globalement, si on a un régime alimentaire en conventionnel et en bio, et on veut manger pareil en bio qu'en conventionnel, on va constater qu'il faut bien plus de surface pour fournir cette alimentation. Ça, c'est un point clé parce que au niveau global, les surfaces agricoles sont limitées et la raison pourquoi en Amérique latine et notamment au Brésil, il y a de la déforestation, c'est parce que il y a une demande pour les produits agricoles qui augmente et du coup, on a besoin de plus de terre et c'est la cause de la déforestation. Donc, pour revenir à votre question, si on me demande est-ce que l'agriculture bio est mieux pour l'environnement que l'agriculture conventionnelle, ma réponse est ça peut être mieux à condition de manger autrement, manger moins de produits animaux qui sont très demandeurs en surface et plus de produits végétaux. S'il y a plusieurs avis sur le bénéfice écologique du haut bio, le fait de changer la façon dont on mange fait consensus. Les études montrent d'ailleurs clairement que les régimes sans viande ont une empreinte environnementale inférieure. L'université d'Oxford a comparé les émissions de gaz à effet de serre de différents régimes alimentaires en 2014 et avec un peu moins de 3 kg de CO2 émis par jour, les véganes et les végétaliens ont le régime le moins polluant selon cette étude. Pour rappel, ils ne mangent ni viande ni produits d'origine animale, comme les œufs ou le lait par exemple. Selon cette étude, viennent ensuite les végétariens, puis les mangeurs de viande, et il est bien démontré qu'au plus une personne mange de la viande, au plus son régime alimentaire émet des gaz à effet de serre.
Une autre étude réalisée en 2016 va dans le même sens, même si, parmi les très nombreux régimes étudiés, certains végétariens ont une empreinte environnementale un peu supérieure à des régimes avec de la viande. Un des auteurs de l'étude s'en est expliqué dans un article de Check News de Libération. Plusieurs études ont montré une empreinte d'eau plus importante pour les noix et les haricots que pour le poulet. Donc passer d'un régime qui avait une forte proportion de poulet à un régime vegan nécessitant des protéines venant de légumineuses et de noix a eu pour effet une empreinte d'eau plus importante. Bon, je peux dès à présent répondre à la question que je me posais en début d'épisode. Non, il n'est pas nécessaire que nous devenions tous végétariens pour sauver le climat. En revanche, continuer à manger autant de viande, ça va être intenable. Du coup, pour savoir ce que l'on mangera demain, j'ai fait une recherche Google. Nourriture du futur. Slate.fr, 18 mai 2013. Pourquoi nous mangerons tous des insectes en 2050 ? Rue 89, 14 novembre 2016. Et si les insectes étaient la nourriture du futur ? La Croix, 14 août 2018. Bientôt des insectes dans nos assiettes. Ça fait des années et des années qu'on nous en parle, sauf que le phénomène ne prend pas. La consommation d'insectes reste très marginale. Ça ne prend pas parce que, si vous voulez, tout ce qui est comestible biologiquement n'est pas mangeable culturellement. Claude Fischler est sociologue au CNRS, spécialiste des questions d'alimentation. Donc, il y a des aliments qui sont tabous, qui sont interdits, mais ce sont des aliments. Pour qu'ils soient tabous, il faut que ça soit déjà considéré comme des aliments. Le problème des insectes dans nos cultures, c'est pas qu'ils sont tabous, c'est pas qu'ils sont interdits, c'est qu'ils ne sont pas des aliments, je dirais même qu'ils sont des anti-aliments parce qu'ils sont objets de révulsion et de dégoût. Et le dégoût, c'est une émotion extrêmement forte. Le dégoût, c'est une affaire d'idées, c'est-à-dire que ça se passe en effet dans la tête, mais dans la tête programmée aussi culturellement et probablement aussi un petit peu biologiquement, puisque le dégoût est une émotion qui se manifeste physiologiquement. Le dégoût, ça vous provoque la nausée, à la limite les vomissements, etc. Il y a des réponses physiologiques. Mais c'est une émotion d'ordre idéal. Elle relève des idées. Alors de quelles idées ? D'un contraste, d'une transgression, dans la classification des objets qui nous entourent ou des éléments du monde. Et dans notre classification, en tout cas dominante, disons, en Europe, ici, maintenant, l'insecte n'est pas une nourriture et certains sont superlativement répugnants. Par exemple, c'est le cas des cafards qu'on va toujours citer comme l'exemple suprême de la créature répugnante et dégoûtante. Et face à des situations de crise extrême, oui, le dégoût est surmontable et surmonté. Claude Fischler évoque notamment le cannibalisme de survie et le siège de la Commune de Paris en 1870, où des Parisiens ont mangé des animaux du Jardin des Plantes. Mais peut-on, avec une prise de conscience environnementale, surpasser le dégoût ? Sur la simple base d'une conviction, Claude Fischler pense que cela peut se faire, mais avec une dimension sociale et collective, c'est-à-dire qu'il faut un groupe donné et un leader. C'est notamment ce qu'a montré une expérimentation menée par une membre de son équipe, Valérie Hatt, sur des écoliers pour voir ce qui peut les faire accepter de goûter un aliment qu'ils ne connaissent pas. En l'occurrence, c'était le crône, qui peut ressembler à un petit asticot, mais c'est une racine. Il faut qu'à une table de la cantine, il y ait un enfant un peu plus téméraire, le leader, et qu'il soit suivi par d'autres qui veulent l'imiter. Certains en ont aussi mangé du crône sous le regard des adultes, mais parce qu'il y avait en quelque sorte une pression sociale pour leur montrer qu'ils étaient courageux eux aussi. Mais ça fait donc beaucoup de facteurs. Moi, je pense qu'il faudra beaucoup de temps, c'est pas impossible, il faudra beaucoup de temps, beaucoup de nécessité, beaucoup d'urgence, beaucoup d'engagement et beaucoup d'imitation et d'action sociale, si on veut vraiment. Maintenant, la question se pose de savoir si le jeu en vaut tellement la chandelle, parce qu'il y a une question éthique derrière tout ça. Et personnellement, je m'étonne elle ne soit pas soulevée. C'est que la définition de l'alimentation durable telle qu'elle était donnée dans, je crois, le texte de la conférence de Rio de 2012, enfin sous votre contrôle, il faudra que nous vérifions. Oui, j'ai vérifié, c'est bien ça. Le texte dit en gros, en substance, que l'une des conditions, à part les conditions environnementales, etc., c'est que les aliments produits soient culturellement acceptables.
Bon, dans l'état actuel des choses, les insectes, dans la société française ou dans la culture, dans une bonne partie de la culture européenne, à ma connaissance, ne sont pas culturellement acceptables. Mais pour tous les accros à la viande, comme moi, je dois bien l'avouer, il y a d'autres alternatives, et celles-ci, pour le coup, elles sont plus appétissantes. Alors là, je suis chez moi et je me suis cuisiné un steak haché, mais un steak haché de fausse viande, le Beyond Burger de la marque américaine Beyond Meat. De ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu quand j'ai fait mes recherches là pour cet épisode, ça a absolument le même goût, la même texture que la viande, sauf qu'il y en a absolument pas. Sur l'emballage, dans les ingrédients, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il y a écrit eau, protéines de pois, huile de colza, huile de coco, protéines de riz, arômes, fécule de pommes de terre. Bon voilà, en gros il y a de tout, sauf de la viande. Donc là, je l'ai cuisiné, je l'ai mise dans mon assiette. Franchement, à l'aspect, on dirait vraiment un steak haché, tout ce qu'il y a de plus classique. Très franchement, ouais, ça ressemble à un steak. Je vais le goûter. C'est assez dingue au niveau de la texture. C'est vraiment de la viande hachée. Pour ce qui est du goût, c'est aussi très 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 proche. Franchement, on sent qu'il y a un petit truc qui est différent qu'un vrai steak, mais honnêtement, on pourrait s'y croire. Par contre, le problème avec ces steaks, c'est que c'est assez dur d'en trouver encore pour l'instant. À Paris, il y en a dans quelques restaurants, mais c'est assez rare. Et ce steak-là, je l'ai acheté dans une épicerie végane. En plus, toutes les épiceries véganes n'en ont pas, j'ai dû en faire plusieurs pour en trouver. Et c'est quand même franchement assez cher. C'est 8,25€ les 2 steaks. Après ce test, je peux légitimement poser la question de savoir si ce genre de produit peut totalement remplacer la viande à l'avenir. Est-ce que c'est la solution miracle ? Claude Fischler, là encore, est assez sceptique. Ce qu'on note chez les mangeurs contemporains, c'est une méfiance croissante contre les aliments transformés. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans le langage des consommateurs et des industriels, on parle aujourd'hui de produits naturels versus les produits industriels. En anglais, c'est organic versus processed. Et il y a maintenant une classification par certains nutritionnistes, certains scientifiques, des aliments à raison non pas de leur composition en termes de nutriments, mais à raison de leur degré de transformation. Et ça s'appelle la classification NOVA. Et donc, les plus problématiques pour la santé publique seraient les plus transformés, les plus processed. Bon, donc, je veux dire, la question qui se pose devant les produits végétaux, c'est que certes, le végétal, a priori, renvoie plus dans la tête des mangeurs que nous sommes à ce que nous appelons, ce que nous pensons naturel, la nature, mais il n'y a pas plus ultra-processed que ces produits, parce que ce sont finalement des substances d'origine végétale qui sont tellement travaillées, tellement transformées, qu'elles sont méconnaissables et qu'on s'y tromperait face à de la vraie viande. Donc, vous voyez, il y a, à mon avis, un problème qui va se poser, qui commence peut-être même déjà à se poser. Mais en plus de tout ça, le bilan environnemental de la fausse viande n'est franchement pas génial. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont réalisé une étude publiée dans la revue Nature. On y apprend que ces substituts de viande d'origine végétale émettent autant de gaz à effet de serre que le poulet, soit environ 5 fois plus que les légumineuses et les légumes. Ça peut donc être un premier pas pour commencer à se passer de la viande, mais uniquement un premier pas. Vous avez cru que j'allais vous laisser comme ça, sans une note positive ? Pas du tout. La bonne nouvelle, c'est que la consommation générale de viande en France baisse sur les 20 dernières années. Celle de volaille augmente, mais c'est largement compensé par la diminution de la viande bovine. La viande qui émet le plus de gaz à effet de serre, je vous le rappelle. Et cela s'explique notamment car un certain sexisme disparaît. Oui,
du sexisme. La viande dans l'esprit collectif, déjà, c'est de la viande rouge. On gagne son pain en travaillant, mais on gagne aussi son beefsteak. La viande rouge, c'est dans une certaine conception un aliment masculin. Au contraire, la femme préférait le poisson et les légumes, mais cette vision-là est en train de s'estomper. On se trouve dans un début d'un mouvement civilisationnel, je crois, d'évolution des mœurs comme ça, des qualitatives, c'est-à-dire que les préférences alimentaires ont tendance à gagner, des préférences alimentaires qu'on catégorisait jadis comme plutôt féminines ont tendance à gagner de plus en plus les hommes, ne serait-ce qu'à cause des préoccupations sanitaires qui vont dans le même sens. Et puis, l'autre chose, c'est que justement, il y a cette internationalisation, cette mondialisation, et dans ce cadre-là, il y a l'arrivée d'influences culinaires exotiques, lointaines, étrangères, ou européennes plus familières, et voilà que on nous fait la promotion de plus en plus de la cuisine méditerranéenne, de l'alimentation méditerranéenne, qui est à la fois esthétiquement valorisée et médicalement valorisée aussi. Tout comme l'influence asiatique, notamment sur les sushis, il y a 30 ou 40 ans, faire manger du poisson cru à des Français, c'était jugé insensé. Aujourd'hui, c'est apprécié, pour ne pas dire à la mode. Nos goûts peuvent donc changer, mais ça ne se fait pas en un jour. Bon, et puis pour résumer, qu'est-ce que l'on peut faire pour moins polluer en mangeant ? Il y a évidemment la possibilité de devenir végétarien ou végétalien, mais sans aller jusque-là, vous pouvez déjà réduire votre consommation de viande en privilégiant la volaille pour arriver à 1 à 2 repas par semaine. Et n'oubliez surtout pas de compenser, c'est très important, avec des protéines végétales que vous pouvez trouver dans les légumineuses comme les pois ou dans les fausses viandes, mais sans en abuser. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Y'a le feu au lac, un podcast Ouest France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner, ou si vous le pouvez, mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. À dans 2 semaines pour l'épisode numéro 6, où il sera question du papier.